Avant de commencer, la discrétion du spectateur est recommandée. Ce qui suit n'a d'autre but que l'éducation et le divertissement. Voici un témoignage littéral, recueilli devant la Cour fédérale lors du procès contre SHDC Kos. Selon le média Inner City Press, la salle d'audience n'était absolument pas préparée à ce qui allait se produire. Dwayne « The Rock » Johnson, icône mondiale, ancien champion de lutte, superstar du cinéma, entra dans la salle avec un visage que peu avaient déjà vu, brisé, vulnérable, effrayé. Il n'était pas là pour promouvoir un film. Il était là pour avouer. Lorsqu'il monta à la barre, il commença à décrire une série de rituels d'initiation terrifiants, qui, selon lui, avaient eu lieu dans les coulisses de son ascension vers la célébrité. Ce qui laissa tout le monde sans voix, ce n'était pas seulement ce qu'il avait enduré, mais surtout qui avait orchestré tout cela, Sean Diddy Combs. The Rock éclata en sanglots en révélant le contrôle tordu, presque surnaturel, que Diddy exerçait sur ses premières connexions à Hollywood. Il parla d'un rituel au cours duquel il avait été forcé de manger des cervelles de singe crues, enfermé dans un sous-sol, contraint à prouver sa loyauté par l'humiliation. Ce que Dwayne déclara sous serment plongea la salle dans un silence glacial. Personne ne s'y attendait. Il n'y avait eu aucun communiqué préalable, aucune fuite, aucun murmure dans les couloirs. Et pourtant, la salle avait déjà été secouée par les témoignages de célébrités comme Monique, Denzel Washington et Jamie Foxx. Mais lorsque la porte latérale s'ouvrit et que Dwayne Johnson entra, ce ne fut pas seulement la salle qui se figea. C'était comme si quelque chose venait de se briser. Il n'était plus la figure souriante, forte et inspirante que des millions connaissaient. Ce qui se présenta ce jour-là était un homme hanté, épuisé, vidé. Son célèbre sourcil n'était pas levé par bravoure, mais froncé par une douleur enfouie. Il ne portait ni notes, ni discours préparés, juste le poids écrasant d'une vérité jamais prononcée à haute voix. Même Diddy, assis aux côtés de ses avocats, se retourna, visiblement tendu. Ses avocats chuchotaient fébrilement, stupéfaits. Les procureurs échangeaient des regards lourds de sens. Ils avaient gardé ce nom secret pour une raison, ce moment allait tout changer. Dwayne s'approcha de la barre, hésita avant de s'asseoir, posa les deux mains sur la rambarde et fixa le juge. « Puis-je dire quelque chose avant de commencer » demanda-t-il. Le juge acquiesça. Dwayne regarda d'abord la galerie, puis le jury, et enfin Diddy. « Je ne veux pas être ici, mais je dois. Je vis avec quelque chose qui me ronge depuis près de 20 ans. La vérité, c'est que j'ai encore peur. Mais j'ai encore plus peur de ce qui arrivera si je continue de me taire. » La salle tout entière était figée. Dwayne prêta serment, puis s'assit. Sa voix était grave, rauque, non pas par effet dramatique, mais à cause d'une émotion retenue de justesse. Vous me connaissez comme The Rock, le type qui ne se brise jamais. Mais je suis sur le point de craquer, et je veux que chacun ici comprenne que ce que je vais dire ne concerne pas seulement Sean Combs. Il s'agit de la manière dont il a pu s'en sortir pendant si longtemps. Ses lèvres tremblaient en parlant. J'étais l'un d'eux, un de ceux qui pensaient que jouer le jeu était la seule façon de survivre. J'ai joué le jeu, et j'ai payé un prix qu'aucun de vous n'a jamais vu. Et à partir de cet instant, la salle d'audience, le procès, et toute la conversation culturelle à l'extérieur basculèrent. Car Dwayne Johnson s'apprêtait à décrire une initiation à Hollywood si étrange, si humiliante, qu'elle entrait les gros titres pendant des années. La salle se pencha en avant, suspendue à ces mots, alors qu'il commença à raconter ses premières rencontres avec Diddy. C'était en 2001. Je passais de la lutte au cinéma. Le roi Scorpion venait de sortir. J'étais affamé, ambitieux, mais naïf. Puis Diddy est apparu comme un ange gardien, un facilitateur, un homme capable d'ouvrir toutes les portes de Hollywood. Il expliqua qu'il ne soupçonna rien lorsque Diddy lui proposa de parler hors micro. Il pensa qu'il s'agissait simplement de business. Dwayne raconta comment Diddy l'invitait à des soirées de l'industrie, à des réunions privées dans ses résidences de Los Angeles et Miami. Ce n'étaient pas des fêtes folles au début. Il y avait du champagne, des poignées de main, des producteurs, des gens de studio, des directeurs de casting. Tout le monde disait, Diddy est l'homme qu'il faut connaître. Mais avec le temps, l'énergie changea. Ça ne ressemblait plus à du réseautage, mais à une série d'épreuves. Diddy disait des choses comme, tu veux devenir grand? Tu serais prêt à saigner pour ça? Je riais, mais son visage ne changeait pas. Et puis sont venues les faveurs. Il me demandait d'assister à des fêtes à des heures étranges. Un jour,
on lui demanda de se présenter à une maison à Berre à 2h13 du matin. Il m'a dit que c'était à cette heure-là que les vraies décisions étaient prises. J'y suis allé. Pendant plus d'une heure, j'étais seul. Puis un groupe d'invités silencieux, vêtus de noir, est arrivé. Ils ne parlaient pas. C'était comme une secte, attendant leur maître. Lorsque Didi entra, il tamisa les lumières et lança un enregistrement audio sur des haut-parleurs cachés. C'était sa propre voix répétant sans cesse. « Tu es digne. Es-tu prêt? Mangerais-tu ce que je te donne ?» Je pensais que c'était de l'art, dit Dwayne au tribunal, une mise en scène étrange et motivante. Je me répétais que c'était juste le show business. Que ces types étaient excentriques. Mais au fond de moi, quelque chose hurlait. Quelque chose n'allait pas. Puis vint la première épreuve. Didi lui demanda de le retrouver seul, à un endroit tenu secret hors de Los Angeles. Je voulais dire non, mais mon attaché de presse m'a dit, cette rencontre pourrait changer ta vie. Dwayne fixa le jury droit dans les yeux. Elle avait raison. Ça a tout changé. Mais pas comme je l'imaginais. Quand Dwayne Johnson prononça les mots « cervelle de singe », l'énergie dans la salle bascula de l'étonnement à l'horreur. Il fit une longue pause, puis poursuivit. C'est la partie que je n'ai jamais dite à voix haute. Pas à ma femme. Pas à mes amis. Pas même à mon thérapeute. Il décrivit comment il avait été conduit, les yeux bandés, jusqu'à une résidence privée, en périphérie de Los Angeles. J'ai demandé au chauffeur où nous allions. Il n'a pas répondu. Il a juste monté le volume de la musique. À l'arrivée, 2 hommes l'escortèrent jusqu'à une pièce obscure, éclairée seulement par des lanternes rouges posées au sol. Les murs étaient recouverts de tissu noir. Autour d'une table basse, 5 hommes en costume étaient assis, silencieux. En bout de table, Didi riait doucement, détendu, une coupe de cristal à la main, remplie d'un liquide étrange semblable à de l'huile. Puis, la porte s'ouvrit. Un homme vêtu d'une longue tunique blanche entra sans prononcer un mot. Il portait un plateau en acier qu'il déposa devant Day, avant de le découvrir. Sur le métal nu reposaient des morceaux de cervelle de singe crue, encore fumante. Aucune épice, aucun assaisonnement, seulement de la chair humide, nerveuse, frémissante. Dou abaissa les yeux, la voix brisée par l'émotion. Alors, Didi déclara d'un ton calme, tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici ont mangé. Ceux qui ont refusé, ont disparu. Puis il ordonna aux autres hommes de le fixer, de lui faire ressentir la pression. Day tenta de s'en aller, mais la porte était verrouillée. Il demanda si c'était une plaisanterie, un rite. Il essaya même de rire, mais personne ne rit avec lui. C'est alors que Didi lui tendit une cuillère. Il se pencha lentement vers lui et dit, « Hollywood ne repose pas sur le talent. Il repose sur l'obéissance. » À cet instant, Day éclata en sanglots sur le banc des témoins. Il avait peur, se sentait humilié, terriblement seul. Les mains tremblantes, il leva la cuillère jusqu'à sa bouche et mordit. « Je ne me souviens pas du goût, dit-il. Je me souviens seulement du bruit, des rires, de la mastication, puis du silence. » Il resta assis à cette table pendant 30 longues minutes, sous les regards impassibles de ceux qui observaient, comme s'ils attendaient qu'il finisse ce qu'ils appelaient un « rituel ». Personne ne parlait. Ils se contentaient de le regarder. Quand il eut terminé, Didi se leva lentement et applaudit, « Bienvenue au niveau 2. » Dwayne jeta un coup d'œil au jury. Je suis sorti de là en ayant l'impression qu'une partie de moi était morte. Pas à cause de ce que j'ai mangé, mais à cause de ce que j'ai sacrifié pour avoir le droit de le manger. La salle d'audience était figée, car il ne s'agissait pas seulement d'une histoire d'abus. C'était le témoignage d'un homme, décrivant jusqu'où l'on peut pousser un être humain quand le prix du succès devient le silence. La voix de Dwayne se raffermit tandis qu'il expliquait ce qui suivit ce rituel perturbant. Il dit avoir compris, avec le recul, que tout cela faisait partie d'un conditionnement psychologique. Non pas seulement pour l'humilier, mais pour le dépouiller de sa volonté, le détruire de l'intérieur et le reconstruire en quelqu'un de docile, dépendant de l'approbation de ceux qui tenaient les ficelles. Le système, alors, commença à me traiter différemment. Pas mieux, juste comme si, à présent, j'étais des leurs. Mais en même temps, il continuait à me tester, à vérifier que je restais silencieux, que j'obéissais. Il se souvint d'avoir été invité à ce qu'il croyait être une retraite d'entreprise, dans un domaine reculé du désert. Mais à son arrivée, il n'y avait ni agent, ni producteur.
Seulement quelques artistes, certains débutants, d'autres déjà célèbres. Tous semblaient mal à l'aise. Dwayne raconta qu'on les avait placés dans des chambres sans fenêtre. On leur avait confisqué leur téléphone. Une musique entêtante tournait en boucle pendant des heures. Les repas arrivaient à des horaires imprévisibles. On leur ordonnait de mémoriser des scripts absurdes, de répéter des phrases exaltant la soumission à la puissance supérieure du succès, et de ne parler que lorsqu'on leur adressait la parole. Au début, je pensais que c'était une sorte de formation théâtrale, peut-être un atelier extravagant. Mais ensuite, j'ai compris. C'était leur mission. Ils voulaient que nous confondions la peur avec la loyauté, la douleur avec le progrès. Il s'interrompit. Je ne disais rien, pensant que je devenais fou. Que si j'en parlais à quelqu'un, on me traiterait d'exagérateur. Mais je n'étais pas seul. Nous nous croisions dans les couloirs et nous échangions des regards, comme deux âmes prises dans le même cauchemar muet. Dwayne expliqua qu'après cette expérience, il perdit le sommeil. Il devint paranoïaque, douta de lui-même. Ce n'était plus du jeu d'acteur. C'était une reprogrammation. On essayait de faire de lui un produit, sculpté par des mains invisibles derrière un rideau. Il n'avait pas besoin de chaîne. Seulement de silence, de confusion et de contrôle. Puis Dwayne Johnson commença à décrire ce qu'il appelait la machine derrière le rideau. Après avoir réussi les épreuves d'obéissance, il fut soudainement inondé d'opportunités. Mais toutes venaient avec des conditions. Je recevais des offres de films sans même avoir auditionné. Des projets pour lesquels je n'avais jamais été considéré. On me disait, Didi a parlé pour toi. Je ne posais pas de questions. Je me contentais d'être reconnaissant. Il évoqua une réunion avec un haut cadre d'un studio. Le talent ne fut jamais évoqué. On lui dit simplement, on nous a dit que tu sais jouer le jeu. C'est tout ce qui comptait. Quand Dun commença à remettre en question certaines clauses, à demander des ajustements, on le mit en garde. On lui fit comprendre que s'il ne restait pas dans les bonnes grâces de certaines personnes, les portes se refermeraient. C'est là que j'ai compris. Ce n'étaient pas des opportunités. C'étaient des missions. Il affirma que Didi exerçait une influence bien au-delà de la musique. Ce n'était pas seulement un producteur. Il avait des investissements, des parts, des alliances. Des dettes qu'on lui devait. Et la règle non écrite était limpide, s'il voulait te détruire, il le pouvait. Il se souvint avoir refusé une invitation à une réunion nocturne. La semaine suivante, son agent l'appela pour lui annoncer que le studio l'avait retiré d'un projet, sans explication. C'est à ce moment que j'ai compris que le silence n'était pas seulement attendu. Il était obligatoire. Même mes proches, mes managers, mes avocats, ils savaient tous jusqu'où il ne fallait pas aller. Personne ne prononçait son nom, à moins que ce ne soit pour le flatter. Dwayne commença à se sentir comme une marionnette. Non seulement manipulé par les studios, mais aussi piégé dans un réseau invisible de faveurs, de chantage et de peur. On apprend très vite que ceux qui contrôlent l'accès à Hollywood ne le font pas au grand jour. Ils opèrent par chuchotement, dettes et pactes dans l'ombre. Avec une gravité palpable dans la voix, Dun raconta le moment où il en avait vu trop. Le moment où il comprit qu'il ne pouvait plus faire partie du cercle dans lequel on l'avait jeté de force. Il se souvint d'un événement privé dans une somptueuse villa sur les hauteurs d'Hollywood. L'invitation parlait d'une projection privée, d'une soirée de réseautage. Mais dès son arrivée, il sut que ce n'était pas ça. La maison était faiblement éclairée. Des gardes postés à chaque entrée. Les téléphones confisqués dès l'entrée. Des masques remis aux invités, non pas pour le décor, mais pour préserver l'anonymat. Ce n'était pas une fête. C'était une initiation. Pas la sienne. Celle de quelqu'un d'autre. Dun erra dans les couloirs, mal à l'aise, et ce qu'il vit le bouleversa. Il vit des artistes qu'il admirait, des acteurs, des musiciens, même des réalisateurs, se comporter d'une manière qui n'évoquait en rien la joie. Il semblait égaré, comme s'il tentait de prouver quelque chose, ou de cacher quelque chose. Il raconta avoir vu un jeune acteur célèbre pleurer dans un couloir, tremblant, un verre à la main. Dun lui demanda s'il allait bien. Le garçon répondit, « On m'a dit que c'est le prix à payer. » Ce fut cette nuit-là que Dwayne s'éclipsa tôt. Cette nuit où, selon lui, le voile se déchira. Et derrière, il vit la machine. Il ne dormit pas. Non pas à cause de ce qu'il avait vu, mais à cause de ce qu'il avait compris. On ne m'invitait pas parce qu'on m'aimait. On m'invitait parce que j'étais utile.
Parce que j'avais prouvé que je pouvais me taire. Sa voix se brisa alors qu'il ajoutait. Mais en regardant ce jeune homme, je me suis souvenu de celui que j'étais, avant la peur, avant la honte. Il regarda le juge et dit. Cette nuit-là, j'ai décidé que si un jour quelqu'un me demandait ce que j'avais vu, je ne mentirais pas. Et maintenant, à la barre, il tenait cette promesse. Tandis que Dwayne Johnson restait figé sur l'estrade, la salle d'audience, elle, restait figée dans un silence écrasant. Chaque regard était braqué sur lui. Non pas à cause de sa célébrité, mais à cause de la vérité qu'il osait enfin partager. Il inspira profondément, leva les yeux et fixa l'horizon devant lui. Les gens demandent pourquoi on se tait. Pourquoi les acteurs, les musiciens, les athlètes, les personnes qui ont une tribune ne parlent pas quand ils voient des choses injustes? Il baissa les yeux, soupira, puis répondit d'une voix basse mais ferme. Parce que ça fait peur. Parce que c'est terrifiant. Il expliqua que, pendant une grande partie de sa carrière à Hollywood, il avait cru que la seule manière de survivre, c'était de continuer à avancer, de sourire, de jouer le rôle qu'on attendait de lui et surtout, de ne jamais remettre en question ceux qui détenaient le pouvoir. On lui avait appris à ne pas déranger, à ne pas nommer, à ne pas pointer du doigt. Et il s'était convaincu que s'il osait parler, il risquait de tout perdre, tout ce qu'il avait construit. Il affirma que son silence n'était pas dû à la culpabilité, mais à la peur. Peur des représailles, peur d'être mis sur une liste noire, peur d'être catalogué comme un homme à problème, peu fiable. Ce ne sont pas toujours des menaces directes, expliqua-t-il, parfois c'est plus subtil, on vous oublie, on ne vous appelle plus, les contrats s'évaporent. Il parla d'autres acteurs qui avaient disparu du paysage médiatique après s'être éloignés du cercle intérieur. Non, ils n'étaient pas fous. Non, ils n'étaient pas instables. Ils étaient juste épuisés. Épuisés de faire semblant. Épuisés d'être la propriété de quelqu'un d'autre. D'un décrivit le prix intérieur du silence, le poids corrosif des secrets. Il raconta comment cela l'avait rendu anxieux, isolé, incapable de faire confiance à quiconque. Tu te sens pris dans un engrenage auquel tu n'as jamais voulu appartenir. Mais en sortir, c'est brûler tous les ponts, et personne ne viendra t'en reconstruire. Il s'interrompit un instant, la voix légèrement brisée. Et le pire, c'est quand tu commences à te demander si, rien que pour avoir survécu, tu n'es pas déjà complice. Il acquiesça en direction de l'équipe juridique de Casi Ventura, qui avait porté plainte auparavant contre Didi. La voir parler, ça a tout changé. Elle m'a rappelé que le silence ne protège que les fautifs. Toute la salle observa Dwayne Johnson se redresser sur sa chaise, plus ferme, plus droit qu'avant. Il ne parlait plus comme The Rock. Il parlait comme un homme transformé. On pense qu'en atteignant le sommet, plus rien ne peut nous atteindre. Que le succès signifie l'invulnérabilité. Mais la vérité, c'est que plus on monte, plus il est difficile de parler. Il reconnut avoir bâti une image publique fondée sur la force, la résilience et la positivité. Mais dans les coulisses, il se sentait souvent impuissant. Je ne pouvais pas parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, parce que ça ne cadrait pas avec ma marque. Pendant des années, il avait choisi le silence, croyant que le prix de la parole était trop élevé. Mais ces dernières années, en voyant de plus en plus de survivants prendre la parole, il avait commencé à percevoir son silence autrement. Ce n'était plus une protection. C'était devenu une trahison. Il se souvint qu'un jour, un jeune fan lui avait dit « Tu es celui qui n'abandonne jamais ». Cette phrase l'avait bouleversé, car il sentait, au fond de lui, qu'il avait bel et bien abandonné. Il avait abandonné l'enfant qu'il avait été. Ses principes. Et tous ceux qui restaient coincés dans un système qu'il n'avait jamais choisi. D'un essuya une larme. Je ne suis pas ici pour faire tomber quelqu'un. Je suis ici parce que je suis resté silencieux trop longtemps, et je ne veux pas que ceux qui m'admirent croient que le silence est une forme de force. Il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de responsabilité. Il fixa le public. Et je veux que ceux qui détiennent le pouvoir sachent quelque chose, maintenant, on vous voit. Vous n'êtes plus invisible. La salle d'audience se tendit, figée, tandis que Dwayne Johnson se tourna lentement vers Sean Diddy Combs. Je veux te dire quelque chose, d'homme à homme, parce que j'ai porté ça trop longtemps. Il ne haussa pas le ton, il ne fit pas de geste dramatique, mais ses paroles frappèrent avec la puissance tranquille de la vérité. Tu m'as fait croire que je devais me sacrifier pour réussir, que je devais renoncer à mon intégrité juste pour être autorisé à entrer dans la pièce. Et je t'ai cru.
Il secoua lentement la tête, sans jamais détourner le regard. Mais ce n'était pas du pouvoir. C'était de la peur. Déguisée en influence. Il évoqua d'autres personnes ayant croisé la route de Didi, celles qui n'avaient pas encore trouvé la force de parler, celles qui souffraient encore en silence. Je parle pour elles maintenant. Pour ceux à qui on a fait croire qu'ils n'avaient pas le choix. Pour ceux à qui on a dit qu'on ne peut pas avoir à la fois la dignité et des rêves. Il s'interrompit. La salle entière retenait son souffle. Tu ne définis pas mon héritage. Plus maintenant. Et alors, d'un descendit de la barre. Ces derniers mots résonnèrent comme un écho dans une salle devenue parfaitement silencieuse. Ça se termine ici. Avec la vérité. D'un quitta la salle d'audience, non comme une victime, ni comme une énième affaire médiatique. Il sortit en homme qui avait repris possession de son histoire, sans peur, sans silence. Et le monde qui l'observait comprit alors une chose, quelque chose venait de se briser à Hollywood. Alors que l'huissier l'escortait hors de la salle, une onde de murmures parcourut la galerie. Mais avant de franchir les portes battantes, d'un s'arrêta. Pas pour regarder Didi. Pas pour parler aux médias. Mais pour jeter un dernier regard vers la salle. Je veux qu'on ajoute une dernière chose au procès-verbal, déclara-t-il d'une voix assurée. Cette histoire, mon histoire, ne parle pas que de moi. Elle ne parle pas de célébrités, de scandales, ni de gros titres. Elle parle de ceux qui n'ont jamais eu la chance de s'asseoir sur cette chaise. De ceux qui n'ont pas survécu assez longtemps pour parler. De ceux qui restent cachés derrière le rideau, terrifiés que personne ne les croie. Il tourna légèrement la tête, s'adressant non seulement au jury, ni uniquement aux juges, mais à toute une culture qui avait permis que le silence dure si longtemps. Pendant des décennies, Hollywood a reposé sur un mensonge. Celui que le pouvoir justifie les abus. Celui que le succès exige un prix qu'on ne peut pas remettre en question. Mais ce mythe est en train de s'effondrer. Pas avec la colère. Pas avec la vengeance. Mais avec la vérité. Il inspira profondément. J'ai gardé le silence parce que j'avais peur de tout perdre. Mais la vérité, c'est que je n'avais jamais rien si je ne me possédais pas moi-même. Un murmure d'approbation discret s'éleva d'un coin de la salle. Quelques avocats échangèrent des regards hésitants. Le juge, lui, ne dit rien. Dwayne acquiesça une dernière fois. À tous ceux qui regardent cela, qui se demandent encore s'il est sûr de parler. Que ce moment soit votre signal. Le silence est terminé. Nous n'avons plus peur. Et avec cela, il sortit du tribunal, sans caméra le poursuivant, sans conseiller pour tenter de contrôler la narration. Juste un homme qui avait enfin choisi de parler. Et un système, pour la première fois depuis longtemps, incapable de le faire taire.